Ok. Donc, merci. Donc, je vais vous parler donc, des activités que nous menons au CIRAD en termes de développement des solutions bioénergie pour les PME agroalimentaires d'Afrique de l'Ouest. Activités que nous menons en partenariat avec nos partenaires du Sénégal, du Burkina Faso et d'Afrique de l'Ouest et d'Europe, et que nous avons particulièrement mené ces dernières années dans le cadre du projet Biostar qui a démarré il y a maintenant 6 ans, et un projet qui est financé par l'Union européenne et l'AFD. Alors, tout d'abord, quelques éléments concernant le CIRAD et mon unité de recherche qui s'appelle BioWeb. Donc, le CIRAD, c'est l'organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes. Et les activités que nous menons au sein de cet organisme ont pour vocation de contribuer à la résilience des agricultures, des forêts et des systèmes alimentaires pour un monde plus durable et solidaire. Au CIRAD, nous sommes environ 1750 salariés, dont 850 chercheurs. Et en accord avec nos mandats, donc la plupart des activités que nous menons sont menées dans les pays du Sud, en zone tropicale et méditerranéenne, où nous sommes présents dans plus de 50 pays, avec 14 directions régionales qui sont schématisées ici avec les petits points violets. Et plus de 200 de nos collègues sont expatriés, donc mènent leurs activités accueillis par des partenaires au Sud. Et nous menons des activités de recherche en collaboration avec plus de 100 pays. Le CIRAD est structuré autour de 28 unités de recherche et parmi ces 28 unités de recherche, il y a l'unité BioWeb, l'unité à laquelle je suis rattaché, qui travaille plus spécifiquement sur tout ce qui concerne la valorisation non alimentaire de la biomasse pour produire des biomatériaux, des bioproduits et des bioénergies. Nous sommes un collectif de 40 personnes regroupées dans 2 équipes. Une équipe vraiment dédiée à tout ce qui est biomatériaux, bioproduits et une équipe plus sur les aspects bioénergie. Et nous menons nos activités transversales entre les 2 équipes qui vont depuis la caractérisation des ressources, des biomasses et des produits qu'on génère, à la transformation et l'optimisation des procédés de transformation de la biomasse, et avec des approches aussi très filières, chaîne de valeur, depuis l'estimation des gisements de ressources jusqu'à l'estimation des potentiels marchés pour les produits qu'on développe et les impacts environnementaux. Pour revenir sur le sujet plutôt des bioénergies en Afrique, donc quelques éléments de rappel sur le contexte énergétique en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, l'accès à l'énergie, particulièrement en zone rurale, est très compliqué, avec une énergie qui est très chère, des gros problèmes d'approvisionnement, de rupture d'approvisionnement au travers les problèmes de délestage ou les problèmes de rupture d'approvisionnement en carburant, ce qui pénalise la mise en place d'activités en zone rurale et en particulier pour les PME de transformation agroalimentaire, pour lesquelles l'énergie est l'un des premiers postes de dépenses, entraînant donc des coûts de production élevés, ce qui fait perdre en termes de compétitivité. L'énergie coûte bien souvent plus cher que la matière première ou la main-d'œuvre. Et ces PME aussi connaissent des problèmes de perte économique dus aux problèmes de délestage et rupture d'approvisionnement qui vont impacter jusqu'à 15 à 20% du chiffre d'affaires de ces PME. C'est bien que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des PME agroalimentaires, pour sécuriser leur approvisionnement en énergie, vont s'installer en zone urbaine ou périurbaine, à proximité des grandes villes, pour pouvoir avoir accès à cette énergie. Et cela a un certain nombre de conséquences. Tout d'abord, cela oblige à devoir transporter des produits agricoles depuis les zones rurales où elles sont produites vers les zones urbaines. Donc il faut stocker les produits, il faut les transporter, donc ce qui génère beaucoup de pertes et de gaspillage, ce qui contribue indirectement à la sécurité alimentaire. Et puis du fait qu'il y a du transport, c'est source d'émissions de gaz à effet de serre et d'impact au niveau environnemental. Ensuite, le fait d'avoir ces unités en zone urbaine limite la création d'emplois en zone rurale et contribue indirectement à l'exode rural. Et enfin, la plupart de ces unités de transformation agroalimentaire génèrent des résidus et dont la gestion est compliquée en zone urbaine parce qu'il faut se débarrasser, donc il faut les transporter, il faut payer du monde pour pouvoir s'en débarrasser. Et puis ces résidus ont tendance à se dégrader, à générer des nuisances olfactives, des impacts sur la santé, des problèmes d'incendie, alors que ces résidus présentent un potentiel intéressant pour pouvoir produire des bioénergies. Alors c'est vrai qu'on se dit, en Afrique de l'Ouest, donc, on a une énergie qui est chère, des problèmes d'approvisionnement en énergie, on a des gisements de biomasse, donc la bioénergie devrait facilement se développer dans ce contexte. Et c'est vrai qu'on peut faire le constat qu'en dépit de politiques incitatives, de projets incitatifs et d'un grand nombre de projets qui ont été menés ces 20-30 dernières années en Afrique de l'Ouest, il y a eu quand même beaucoup d'échecs dans des projets bioénergie. Et donc on a essayé avec l'ensemble de nos partenaires de faire un petit peu de benchmarking pour essayer de comprendre pourquoi ces bioénergies ne se sont pas mieux développées en Afrique de l'Ouest. Et en fait, on n'identifie pas un verrou, mais toute une série de verrous qui sont à l'origine de ces échecs. Tout d'abord, il y a un problème lié à la mobilisation de la biomasse. Bien souvent, quand on arrive sur un site et qu'on voit qu'il y a des grandes quantités de biomasse, on se dit c'est bon, je peux faire de la bioénergie, mais c'est pas parce que la biomasse est disponible à un moment qu'elle va tout le temps être là, parce qu'il y a souvent des
des phénomènes de saisonnalité liés à ces gisements de biomasse. C'est pas parce que la biomasse, aujourd'hui, personne n'en fait rien qu'elle va être cadeau demain. Et puis la biomasse, bien souvent, là où elle coûte cher, c'est quand il faut la mobiliser, la transporter. Et ça, c'est souvent ça qui plombe les business plans. Après, un autre élément qui est souvent mis en avant, c'est le manque de technologie qui soit adaptée aux besoins spécifiques de ces PME en agroalimentaire en Afrique de l'Ouest. On a souvent des procédés qui ne correspondent pas en termes de puissance et qui ne sont pas adaptés aux spécificités des biomasses qu'on trouve localement. Un autre verrou aussi qui est souvent mis en avant, c'est le manque de connaissance de ce que sont les bioénergies. On a peu d'acteurs qui connaissent bien les bioénergies, qui sont capables de pouvoir faire du dimensionnement, de l'installation, de la maintenance des équipements. Et puis, dernier élément, c'est que les décideurs aussi ne connaissent pas bien les bioénergies et qu'on manque de politiques incitatives pour promouvoir le développement de ces bioénergies. Donc, partant de cette analyse, avec l'ensemble de nos partenaires, on a eu l'ambition de monter un projet un peu ambitieux qui s'appelle Biostar pour essayer de pallier à tous ces verrous. Et ce projet a pour vocation de promouvoir un développement durable des PME de transformation agroalimentaire en zone rurale en Afrique de l'Ouest, dans une démarche d'économie circulaire grâce à l'innovation dans la production de bioénergie et en essayant aussi de faire émerger un environnement propice au développement du secteur des bioénergies dans les pays d'Afrique de l'Ouest dans lesquels on intervient. Alors concrètement, dans le cadre de ce projet, on a fait le choix de travailler, de se concentrer sur 5 filières en particulier, qui sont les filières anacarde, arachide, karité, mangue et riz, qui sont toutes des filières qui génèrent des résidus qui sont peu ou pas valorisés, et sont toutes des filières qui ont des besoins en énergie pour transformer le produit agricole en produit alimentaire. Les activités qu'on a menées ont été implantées dans 2 pays, au Burkina Faso et au Sénégal, avec des activités de dissémination dans 3 autres pays que sont la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger. Enfin, un des partis pris importants du projet depuis le début, c'est de dire on va travailler en milieu réel. Donc on a fait le choix de vouloir implémenter nos solutions bioénergie dans des PME agroalimentaires existantes déjà, 16 PME pilotes, 8 au Burkina Faso et 8 au Sénégal. L'idée étant de dire, voilà, on veut montrer que ça fonctionne avec ce projet, les bioénergies, et on veut éviter d'avoir un énième pilote sur une plateforme de recherche complètement déconnectée de la réalité. Donc on a travaillé avec ces PME pilotes, ça a bien fonctionné puisque maintenant en fin de projet, on a même des nouvelles PME, on a 5 PME additionnelles en plus de nos 16 PME pilotes. Alors maintenant, je vais vous présenter un tout petit film qui va vous permettre de vous immerger un petit peu dans ce qu'on met en place au niveau dans ces 2 pays et pour prendre un petit peu la température par rapport à ce qu'on fait sur place. Ah, il n'y a pas le son. On nous avait dit que le son fonctionnait. Ça marche pas le son? Sorry. Ok. Ok, donc on va redémarrer le film, c'est ça? Je sais pas ça. Bon, je pense, on va peut-être, on va, bon, on oublie le film, je pense, on va continuer. Donc je vais vous parler plus maintenant particulièrement de la démarche qu'on a mis en place pour la co-conception des équipements bioénergie. Donc, en début de projet, on s'est vite rendu compte qu'il existait peu de solutions commerciales adaptées aux besoins spécifiques des PME avec lesquelles on a travaillé. Et donc, très vite, on s'est décidé de devoir travailler sur la conception locale de ces équipements bioénergie.
les conditions de combustion de ce combustible. Et après, en combinant les résultats à la fois des ateliers participatifs et des travaux de recherche, on a pu concevoir un premier pilote, une preuve de concept qu'on a installée sur une plateforme de démonstration de recherche à Ouagadougou. Et on a pu tester cette preuve de concept. Et une fois qu'elle a été validée avec l'ensemble des partenaires, on a fait appel à des équipementiers pour travailler sur le design, enfin sur la production de plans à vocation d'être partagés ouvertement. Donc des plans de ce pilote. Et après, une fois que ces plans ont été validés, cet équipementier a construit un pilote qui a été installé dans une première PME. Une fois que ce pilote a fonctionné, on a demandé à cet équipementier de former d'autres équipementiers pour répliquer cet équipement qui a été installé dans d'autres PME. Et aujourd'hui, donc, dans le cadre du projet, on a installé ce pilote dans 4 PME, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre d'équipementiers qui ont répliqué ce torréfacteur et qu'il est vendu et que maintenant, ça dépasse complètement le projet, ce qui montre que ce qu'on a mis en place fonctionne relativement bien. Alors voilà le type d'équipement qu'on a construit. Donc c'est un torréfacteur d'amande de karité qui est alimenté à partir de boues de barattage, qui a une capacité de torréfaction de 150 kg d'amande et qu'on a installé dans le cadre du projet dans 4 PME pilotes. Alors concrètement, qu'est-ce que cela change au quotidien pour les dames qui utilisent ces équipements? Donc voici le type d'équipement qu'elles utilisaient avant le projet Biostar. Donc ce type de torréfacteur qui fonctionnait à partir de bois, donc de grandes bûches de bois que les dames devaient introduire dans le foyer, avec une combustion qui n'est vraiment pas maîtrisée, des pertes d'énergie importantes. Les femmes étaient directement en contact avec les fumées. Le tambour du torréfacteur était actionné de façon manuelle. Et surtout, l'équipement n'était pas du tout protégé contre pour protéger les dames contre les brûlures et les expositions à la chaleur. Le pilote qui a été développé dans le cadre du projet, donc, lui, est alimenté par des bouts de barattage avec une trémie d'alimentation, un système d'alimentation automatique qui entraîne à la fois l'alimentation en biomasse, mais aussi le tambour pour torréfier les amandes. On a une cheminée qui permet de canaliser les fumées et en plus, comme on a optimisé la combustion, on a peu de fumée. Et puis on a mis des carénages autour de l'équipement sur les zones qui sont très chaudes pour éviter que les dames se brûlent. Cet équipement a été également optimisé d'un point de vue énergétique, ce qui permet d'avoir des performances bien plus intéressantes que ce qu'on avait initialement, et qui permet de réduire de 80% les consommations d'énergie. Ce qui permet aussi de travailler beaucoup plus vite. Maintenant, on arrive à torréfier 150 kg d'amandes en 15 minutes, alors qu'avant, on le faisait 60 kg en 25 minutes, donc un équipement bien plus performant que ce qu'on avait avant. On réduit de 90% les coûts énergétiques et, comme j'ai pu vous le montrer précédemment, on améliore les conditions de travail. Et puis, ce qui est non négligeable, c'est que le fait de mieux maîtriser la torréfaction des amandes permet d'optimiser les rendements d'extraction de beurre et d'optimiser aussi la qualité du beurre, et donc qui permet de pouvoir le vendre bien plus cher sur le marché de l'export. Alors tout ce travail qui a été mené pour concevoir cet équipement a été largement documenté avec des documents qui sont maintenant disponibles en libre accès sur le site web du projet. Donc des documents qui sont des plans de conception, des dossiers d'ingénierie, des fiches techniques, des manuels d'utilisation qui sont mis en open source pour que n'importe qui veut s'inspirer des travaux qu'on a menés puisse les répliquer, ces équipements, ou les copier. Alors on a amené le même type de démarche sur l'ensemble des filières sur lesquelles on travaille, avec des trajectoires d'innovation qui varient un petit peu en fonction de la nature des équipements. Et dans le cadre du projet, donc, ce sont 15 innovations bioénergie qu'on a développées pour nos différentes filières. Et on a aussi installé des solutions commerciales quand on pouvait trouver des solutions qui étaient adaptées. Alors ce sont des solutions notamment sur la gazification de balles de riz pour production d'électricité. On a aussi acheté des panneaux photovoltaïques, des briqueteuses. Et en tout, dans le cadre du projet, ce sont pas moins que de 41 équipements qui ont été déployés sur les sites de 21 PME partenaires. Alors je vais faire une petite présentation très rapide des différents types d'équipements qu'on a installés, juste pour que vous en ayez connaissance. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez venir nous voir sur notre stand ici, ou alors aller sur le site pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc sur la filière karité, comme j'ai dit tout à l'heure, les opérations unitaires qui ont des besoins d'énergie, c'est la torréfaction des amandes et la cuisson du beurre. Donc on a développé ces deux équipements, un torréfacteur qui fonctionne à partir de bouts de barattage d'une capacité de 150 kg, et puis ce cuiseur qui fonctionne aussi à partir de bouts de barattage et qui permet de pouvoir cuire 100 litres de beurre de karité. Sur la filière anacarde, les besoins en énergie de la filière anacarde sont essentiellement de la vapeur. On a besoin de vapeur pour fragiliser les noix d'anacarde afin de pouvoir les décortiquer. Et là, on a travaillé sur des équipements à deux échelles différentes.
Pour des unités plutôt de type coopératif de petite taille, on a travaillé sur des étuveuses qui sont à gauche d'une capacité de 35 kW, dont la chaleur est produite à partir de combustion de coques d'anacarde avec un système automatique d'alimentation automatique des noix et qui permet de fragiliser 40 kg de coques de noix par batch. Et sur la droite, on a un procédé plus semi-industriel qui fonctionne en continu d'une puissance de 50 kW, qui fonctionne également à partir de la combustion de coques d'anacarde. Tous ces équipements ont été fabriqués localement au Burkina Faso et au Sénégal. Sur la filière arachide, on a travaillé sur la filière à la fois pâte d'arachide et la filière huile d'arachide. Donc à gauche, sur la pâte d'arachide, avant de presser les graines d'arachide, il faut les torréfier. Donc on a travaillé sur des torréfacteurs d'une capacité de 20 kg, 150 ou 300 kg, qui fonctionnent, eux, à partir de combustion de coques d'arachide. Pas si facile que ça, de brûler la coque d'arachide proprement. Et donc on a pu concevoir ce torréfacteur qui maintenant est planté dans 5 PME, je crois. Et sur la droite, on a une chaudière basse pression qui permet de produire de la vapeur pour étuver les graines d'arachide avant de les presser pour extraire l'huile. Ça pareil, donc c'est une chaudière vapeur qui fonctionne à partir de combustion de coques d'arachide et qui a été fabriquée localement au Sénégal. Sur la filière mangue, on a travaillé spécialement plus particulièrement sur le séchage des mangues. Le séchage des mangues requiert énormément d'énergie en utilisant essentiellement du gaz. On estime dans la filière mangue que plus de 60% des coûts de production sont l'approvisionnement en énergie. Et donc on a travaillé sur des options bioénergie, mais pas en valorisant les déchets de la mangue, puisqu'ils sont difficilement valorisables, mais plutôt en utilisant également les coques d'anacarde, puisque les zones où on trouve des mangues, c'est aussi les zones où on trouve les vergers d'anacarde. Et donc on a travaillé sur ce design de chaudière grâce à une combustion étagée des coques d'anacarde avec des puissances de 30 ou 60 kW qui permet de produire de l'eau chaude. Et cette eau chaude sert à alimenter des séchoirs pour sécher les mangues. Donc on a à droite le schéma avec la chaudière qui alimente 4 séchoirs en parallèle pour pouvoir sécher les mangues de bonne qualité. Sur la filière mangue, on a travaillé sur différents designs. On a également travaillé sur des options en 20 kW de petite taille pour les petites unités. Et là, au lieu de travailler avec des échangeurs fumée-eau, on a travaillé sur des échangeurs fumée-air. On a directement envoyé l'air chaud dans les séchoirs. Et sur la droite, on a travaillé sur des chaudières de plus grosse capacité de 90 kW, qui permet d'alimenter des gros séchoirs, type séchoir tunnel, qui permettent de sécher jusqu'à 300 kg de mangue, et qui sont installés, ceux-là plus particulièrement en Casamance. Et enfin, dernière filière, c'est la filière riz sur laquelle on a travaillé, donc pour laquelle on a là par contre installé une solution commerciale, donc un gazogène, un bal de riz, qui a été installé par la société IED, dont on aura une présentation tout à l'heure. Alors là, pareil, pour l'ensemble de ces activités qu'on a menées sur tous ces équipements, donc vous avez toute la documentation qui est vraiment disponible en open access sur le site web, donc n'hésitez pas à le consulter ou à venir nous voir pour qu'on puisse en discuter. Pour finir ma présentation, quelques éléments sur l'appui à l'émergence du secteur bioénergie en Afrique de l'Ouest. C'était un travail important du projet. Donc en début de projet, on a, dans les deux pays dans lesquels on intervient, au Burkina et au Sénégal, mené un gros travail de cartographie de l'ensemble des acteurs bioénergie intervenant dans ces deux pays. Et tout au long du projet, on les a accompagnés au travers de différents ateliers, des formations de plaidoyer, différentes formations, pour les aider à se structurer en tant que collectif et pouvoir avoir du poids et pouvoir discuter directement à l'unisson avec les bailleurs ou les différents décideurs au niveau national. Cela se traduit aujourd'hui par la création de 2 entités. Au niveau du Burkina, c'est une association des fournisseurs de bioénergie, AFBio. Et au niveau du Sénégal, les acteurs sont en train de se fédérer pour créer une coopérative des acteurs de la bioénergie. On a également, à travers le projet, appuyé la création de bureaux d'études qui manquent, c'est des acteurs qui manquent crucialement en Afrique de l'Ouest, pour travailler sur l'interface entre les équipementiers et les clients, pour pouvoir travailler sur tout ce qui est dimensionnement et adaptation des équipements en fonction des besoins des différents acteurs. Donc au Sénégal, c'est le bureau d'études Winda qui s'est mis en place, et au Burkina, Prune. Donc c'est des bureaux d'études très très actifs, très dynamiques. Donc si vous avez à intervenir dans ces pays-là, n'hésitez pas à prendre contact avec eux, ils sont vraiment très très bons. On a également, tout au long du projet, accompagné les différents PME pilotes à l'introduction de ces innovations dans leur process, parce que c'est vrai que ça a été une vraie transition pour eux de passer de solutions traditionnelles à des solutions bioénergie. Donc on les a accompagnés tout au long au travers des activités de formation.
Et puis on a mis en place des activités de formation professionnelle et académique auprès des acteurs du secteur privé et puis au travers des modules de formation qu'on a pu mettre en place aussi dans les différentes universités de la sous-région pour vulgariser et faire comprendre ce que sont les bioénergies et quels sont leurs potentiels. Enfin, en termes de passage à l'échelle et de dissémination, on a organisé un certain nombre de choses. Donc on a notamment organisé un certain nombre d'ateliers régionaux de réplication des équipements en invitant des équipementiers de toute la sous-région, de toute l'Afrique de l'Ouest, à participer et à se former à la formation de ces équipements, à la conception de ces équipements. On a aussi organisé un certain nombre de study tours où on a fait venir des décideurs, des institutionnels, des bailleurs de toute la sous-région sur les différents sites pilotes pour leur montrer voilà les bioénergies, ce que ça permet de faire et voilà, on vous montre que ça fonctionne bien en milieu réel. Et puis on a eu un certain nombre d'ateliers de capitalisation qui ont été organisés par les organisations interprofessionnelles des différentes filières dans lesquelles on intervient, qui ont montré que ces solutions bioénergie peuvent être une alternative intéressante pour leurs différents membres dans ces différents pays. Voilà. Alors moi je vous ai expliqué comment c'était bien et intéressant de faire des bioénergies, ce qu'on a fait dans le cadre du projet, mais on a ceux qui en parlent le mieux, c'est les acteurs sur le terrain. Donc on a normalement un petit film avec un témoignage, je ne sais pas, on va voir si ça fonctionne ou pas, je le lance. Non, il n'y a pas de son. Non. Comme no sound. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'en ai fini. I'm finished. Merci pour votre attention et voilà, désolé pour les films. Si jamais vous voulez les voir, venez sur notre stand. On est situé au D22. Sinon, tous ces films sont visibles sur le site web du projet, ce qui permet, quand on voit ces films, de vraiment de bien s'immerger dans ce qu'on fait concrètement au niveau du terrain. Thank you so much. Thank you, Dr. Blin, and thank you everyone for being a very, very good audience and attentive. As we mentioned, we're going to take some questions following up on Dr. Blin's presentation. For more information on his video, since we didn't have sound, you can follow him on your LinkedIn profile, right? And then you can follow more up on the video and the website of the project. So now we open the floor for more questions. Feel free to ask the questions in French or English. Or do we give you more time to digest? We know we move from the southern part of Africa to the west part of Africa. We've seen different technologies being used. But again, what's very clear from these two presentations is that context matters very much, because in Africa, you're dealing with a diverse socio-environmental issues and technologies. We've got technologies every day, but it's a matter of implementation and really making sure that these technologies and research really solve the problems that we are faced with. So without wasting much more time, we've got up to 4 o'clock. So we'll move on now to the next speaker, who will also be sharing his work. We'll give it to Bryce Nicholas, and then he's the director of EPC. He's the head of engineering and procurement construction. He will focus on biomass gasification project at IED Group. So he will take us through. Did I say that? It seems that it's me. Oh, sorry. No, it's okay, but I have to jump on another conference just That's after, fine. so maybe we can do this. Je vais le faire en français. Bonjour à tous. Donc Sharwood Energy, c'est un groupe que j'ai créé il y a 2 décennies, dont le métier est de décarboner l'énergie en valorisant de la biomasse. Et on va parler de ce qu'on a pu déjà réaliser en Afrique. Donc on existe depuis 20 ans, on travaille sur les 3 voies de transformation de la biomasse vers l'énergie, à la fois la combustion avec des chaufferies, la méthanisation avec les procédés biologiques, et puis la pyrolyse, gazéification pour valoriser directement des matières sèches en gaz de synthèse, pour ensuite en faire soit de la thermique, soit de l'électricité, soit même du biométhane sur les marchés qui le permettent. Le groupe est structuré avec Sharwood Energy, qui est donc une holding de tête, 3 principales filiales. Énergie et Plus, qui est un EPCiste, donc un gros chaudronnier, électromécanicien, tuyauteur, électricien qui conçoit, construit et exploite les systèmes de production d'énergie qu'on construit.
ou Énergie, qui est une filiale qu'on détient avec le fonds Eiffel Gaz Vert et qui nous permet d'investir dans les actifs de production d'énergie pour vendre le gaz aux industriels qui sont nos clients au travers de contrats d'énergie à long terme. Et Sharwood Innovation, qui est un centre de R&D qui est basé en Bretagne également et qui nous permet de faire tous nos essais de gazéification avec différents types de combustibles, différents types d'oxydants, différents types de valorisation du syngaz produit, à la fois la combustion, la cogénération, la méthanation biologique. Voilà, donc ça nous permet de faire pas mal d'essais sur différents oxydants et différents types de combustibles. Le projet qu'on a fait en Afrique, c'était en République démocratique du Congo, dans une région qui s'appelle, dans une ville qui s'appelle Yangambi, et dans le cadre d'un projet de développement européen, l'objectif c'était de produire en site isolé de l'électricité pour alimenter un réseau à créer. Donc c'est vraiment un projet qui a été réalisé de A à Z en site isolé, donc il n'y a pas de réseau, donc on a un microgrid avec stockage par batterie, on a la partie préparation de matière avec le broyage, le pré-séchage, un silo de stockage, le séchage ensuite, et puis la cogénération avec 2 réacteurs de gazéification et 2 moteurs, et ensuite stockage et gestion de l'énergie électrique dans un système de batterie. La bioénergie en Afrique, hein, je suis d'accord avec vous, il y a un vaste sujet. On a beaucoup de biomasse et pour autant, c'est pas toujours très simple de développer les projets. Là, typiquement, à Yangambi, on est en plein milieu de la forêt et pour autant, ça peut poser des problèmes pour avoir de la biomasse. Donc, on utilise sur ce site des bois d'EVA qui sont issus des vieilles plantations qui dataient de Léopold Roi des Belges. Et dans le cadre du projet, il y a aussi de l'agroforesterie en dessous de ces bois qu'on a nettoyés. Le projet, donc vous voyez en haut une implantation 3D, en bas le site qui était en mise en service industriel et vérification de performance quand il était en France. Et puis ensuite, on a tout remis dans les conteneurs et on a envoyé ça en RDC. Donc on a fait un peu plus de 120 heures d'essais de performance en France, on a fait à peu près la même chose en RDC, on a 2 réacteurs de gazéification, on a à peu près 140 kW électriques, 280 kW thermiques, et puis on a 200 kW et 200 kWh de stockage électrique, et puis on avait évidemment la partie broyage, crible, pré-séchage. On a vraiment tout envoyé, hein, y compris le télescopique qui nous a permis de faire le montage et la manutention. On avait fabriqué des chariots un peu Mad Max pour pouvoir traîner les conteneurs sur les pistes. Enfin, c'était un peu sport, mais ça tourne et ça continue de tourner pour produire localement de l'électricité. On produit aussi de la thermique qui peut être valorisée, séchage de poissons, de mangues, de denrées alimentaires, de planches pour faire de l'industrie. Enfin, il y a pas mal de valorisation possible. Voilà, moi vais devoir vous quitter assez vite parce que j'ai une autre conférence qui démarre. On peut par contre discuter sur le stand G10, soit en fin d'après-midi à partir de 17 h, soit demain toute la journée. J'y suis autant que besoin. Thank you very much. I have to leave for another conference, so I leave you just now. Okay. Maybe if there is some questions before, but then after I have to leave. Let's take a round of quick questions. If there are any questions or comments. If not, everyone can Are we continue all to happy? sleep after eating. It's okay. Merci beaucoup. Are we still awake? Eh? We're still listening. Thank you very much. We really appreciate. But do feel free to follow up on the wonderful work that they are doing and interact with them on their exhibition stall for follow-up questions. I will hand over now. Sorry about that. Yes, I skipped you, but thank you very much, Bryce Nicholas. We'll hear from you now. So now we are on speaker number 4. We made an error earlier on, so now we're giving you Bryce Nicholas from IED Group. So he will share his project. I don't know how to even pronounce it, but yeah, I'll hand over to you. Thanks. Oui, bonjour à tous. Donc, Brice Nicolas, la société IED, et je vais vous présenter un projet sur lequel on est intervenu, le projet AgroGazelec. Donc, l'idée de ce projet, c'était vraiment de bénéficier d'un retour d'expérience d'un opérateur de gazogène, en l'occurrence nous, pour voir comment est-ce que cette solution pouvait être optimisée, adaptée
en vue de son transfert, d'un transfert de technologie vers l'Afrique pour des unités agro-industrielles de transformation ou des mini-réseaux. Donc en 2 temps, ma présentation, déjà vous présenter quelle est notre expérience dans la gazéification et ensuite le déroulé du projet et ses résultats. Très rapidement, IED, ça veut dire Innovation Énergie Développement. Au départ, on est vraiment un bureau d'études spécialisé dans l'accès aux services électriques et les énergies renouvelables en Afrique depuis 88. Donc ça fait presque 40 ans sur ce secteur. On était pionniers au démarrage de tout ce qui était électrification rurale, en tout cas sur ces types de thématiques. Et on travaille à 85-90% en Afrique subsaharienne et également en Asie du Sud-Est. Une petite équipe basée à Lyon, mais la plupart de nos collaborateurs sont sur les différentes filiales en Afrique. Et on intervient sur des thématiques de planification, d'études d'ingénierie, de suivi, de contrôle de travaux. En 2011, on a créé une structure sœur qui s'appelle IED Invest. Et l'objectif, c'était vraiment de devenir nous-mêmes développeurs de petites centrales, devenir exploitants de petites centrales de production énergie renouvelable. L'idée, c'était quoi? C'était de dire que dans le cadre de nos études, on identifie des potentiels, on voit des solutions qui peuvent se développer, mais on ne les voit pas se développer en vrai. Essayer de montrer nous-mêmes sur le terrain et de les éprouver nous-mêmes pour voir si ça fonctionne. Et en tant qu'ingénierie, de pouvoir avoir une certaine légitimité, puisqu'on aurait nous-mêmes développé, construit, exploité un certain nombre de centrales. Donc cette aventure a commencé en 2011 avec une centrale de gazéification au Cambodge. Et elle se poursuit aujourd'hui, notamment aujourd'hui on est à Madagascar sur du développement de petites centrales hydro, avec cette fois-ci on rentre aussi dans la gestion des réseaux et des abonnés. Donc sur la gazéification, donc depuis 2011, ça va faire 15 ans qu'on a acquis une solide expérience à travers plusieurs réalisations au Cambodge, sur différentes biomasses, la balderie, des déchets de bois, la coque d'anacarde. Et la première centrale qu'on a installée, sur laquelle j'ai travaillé, moi c'était en 2011, c'était la gazéification de balderie pour alimenter un site isolé, un village. On remplaçait une centrale diesel vieillissante par un gazogène qu'on avait importé d'Inde, qui alimentait un groupe électrogène 100% gaz de 70 kW et un groupe dual fuel de 150 kW. Ce site-là, on l'a fermé au bout de 3 ans. C'était notre courbe d'apprentissage. On a mis beaucoup de temps à bien maîtriser le process. Et on l'a fermé au bout de 3 ans simplement parce que le réseau est arrivé dans la localité et qu'il n'y avait pas de sens économique à exploiter en dual fuel, c'est-à-dire de consommer du diesel pour revendre de l'électricité sur le réseau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé à quelques kilomètres de là une autre unité, la deuxième, la 2014, en Kortchoum. On a redéplacé ce premier gazogène, mais par rapport au coût d'exploitation, il a fallu qu'on augmente la puissance de la centrale pour avoir une certaine rentabilité avec un tarif de rachat sur le réseau. Et on a commencé à construire et à co-développer avec des partenaires industriels au Cambodge une technologie de production de gaz et de production d'électricité sur cette centrale. Donc balderie et bois, et c'est les mêmes équipements qu'on a continué à développer jusqu'en 2018, ouvrir notre dernière centrale, SREM, qui fait aujourd'hui 1 MW de puissance électrique revendue au réseau. Donc nous, on est réellement opérateur au quotidien de ce type de centrale. Donc là, vous pouvez voir un graphique qui vous présente la production d'électricité, la vente d'électricité au réseau depuis les 9 dernières années sur cette centrale au Cambodge. On vend aujourd'hui environ 600 MWh d'électricité par mois. Donc c'est quand même relativement conséquent. L'année dernière, on a rajouté un gazogène pour augmenter encore la puissance, mais on a une bonne disponibilité, même voire une très bonne disponibilité sur ce type de centrale. En 2024, on était à 93% de vente d'énergie par rapport à la production installée. C'est-à-dire on enlève sur ces 7% les temps d'arrêt pour maintenance, les temps d'arrêt de panne, les coupures sur les réseaux qui nous empêchent de fonctionner, mais aussi les moments où on est un peu en dessous de la puissance nominale. Sur ce site, on produit aussi environ 40 tonnes par mois de briquettes de charbon qu'on commercialise. Donc on valorise le charbon sous forme de briquettes de combustible de substitution. Ça représente environ 45 emplois permanents.
entre la préparation de la biomasse, la production d'électricité et la production de briquettes de charbon. Et on est vraiment en bout de ligne sur le réseau, donc on a aussi un effet positif sur le réseau en soutenant le plan de réseau, puisqu'on fonctionne 24 heures sur 24 sur cette centrale. Donc la trajectoire de développement au Cambodge, pour nous en tant que développeurs, opérateurs de centrales, c'était vraiment d'avoir une technologie qui est fiable, qui est robuste. Ce qui nous importait au bout du compte, c'est de pouvoir garantir un certain nombre de kilowattheures à la fin du mois pour pouvoir rembourser les emprunts qu'on a contractés pour développer ces sites-là. Et donc à partir de 2014, on a décidé de travailler avec des industriels qui étaient déjà expérimentés pour adapter une technologie qui nous paraissait robuste et adaptée au contexte, sachant qu'au Cambodge, il y avait déjà une longue expérience de gazéification de biomasse sur des systèmes relativement simples pour de la production de glace, pour les usines de transformation de riz, sur du mode de fonctionnement dual fuel en substitution d'une partie du diesel consommé sur des sites isolés. Donc pour nous, le contexte, c'est vraiment un contexte de production très décentralisé. On est vraiment sur des zones en milieu rural. Sur la carte, vous voyez les 2 sites sur lesquels on a construit. Le dernier site de la centrale de 1 méga, on est vraiment à la frontière de la Thaïlande. Quand on a démarré ce site en 2018, il fallait 8-9 heures de route depuis la capitale pour rejoindre le site. Donc ça veut dire peu de disponibilité de pièces sur site, peu de disponibilité aussi de techniciens, de services externes pour pouvoir faire la maintenance. Pour nous aussi, on a été confrontés à des difficultés de maintenir du staff, du personnel qualifié sur site. On a formé beaucoup de jeunes ingénieurs au départ, mais au bout de quelques temps, quand ils sont montés en compétences, ils trouvaient facilement un emploi plus confortable en ville, plutôt que de rester, on va dire, au village, au fin fond de la brousse. Et aussi des contraintes sur des réseaux qui sont faibles, avec beaucoup de variations de tension, de coupures d'électricité. Donc, notre expérience cambodgienne, on est vraiment sur de la technologie assez rustique, plutôt mécanique agricole. Mais pour nous, ça a été de voir comment est-ce qu'on pouvait, sur les petits éléments, trouver des choses qui font que ça fonctionne réellement tous les jours et d'identifier notamment des solutions techniques simples et à moindre coût. Un petit exemple, par exemple, au départ, on était confronté à des problèmes de comment on va gérer une surpression de gaz en cas d'arrêt de groupe. On a plusieurs groupes en parallèle. Si un groupe qui s'arrête, on va avoir d'un coup une surpression de gaz à évacuer. On avait commencé au départ à utiliser des régulateurs de surpression utilisés dans le biogaz qu'on importait d'Europe. Mais très vite, on a été confronté à des problèmes d'encrassement, de maintenance, de disponibilité. Et on a remplacé ça simplement par un tuyau PVC qui plonge dans un tank où le niveau est maîtrisé. On a un joint d'eau, la surpression s'évacue très facilement à moindre coût. On s'est aussi essayé de se concentrer sur les causes d'indisponibilité. On est sur une technologie simple de gazéification, donc un gaz pas très propre, qui contient encore des goudrons, et donc des questions de fiabilité sur les groupes électrogènes. On a essayé de différents groupes électrogènes. Et au final, en 2015, on a développé notre propre groupe, qu'on a adapté à partir de moteurs de bus. On est allé chercher les moteurs qui étaient les plus simples à maintenir avec la plus grosse cylindrée. Donc on a des petits groupes 100% syngas qui font à peu près 100 kW mais qui sont robustes. Et aujourd'hui, ces moteurs, ils ont un peu plus de 60 000 heures de fonctionnement en continu. Et après, pour nous, un gros travail, c'est de développer les compétences locales. Aujourd'hui, sur ces centrales, c'est vraiment de la main-d'œuvre relativement peu qualifiée au départ, qui monte en compétences. Et là, l'exemple, c'est un collègue, Vichet, qui était aujourd'hui, au départ, vraiment manœuvre sur le site et qui aujourd'hui fait tourner son car, chef de car, et peut faire la conduite, la maintenance de l'unité. Une solution adaptée à l'Afrique. Donc, IED, on a été partenaire d'une initiative de transfert de technologie, le projet AgroGazélec, qui a été cofinancé par le Fonds français pour l'environnement mondial, avec différents partenaires. Donc IED sur vraiment le volet déploiement à l'échelle industrielle, sur des sites pilotes et les essais à échelle industrielle. Le CIRAD avec l'équipe, l'unité de BioWeb sur tout ce qui était caractérisation des biomasses, tout ce qui était recherche, aussi bien à l'échelle laboratoire que sur le terrain, sur la gestion des condensats et différents aspects. Et NITIDA, l'ONG NITIDA, sur tous les aspects valorisation du charbon, du biochar, et aussi leur connaissance des filières agro-industrielles en Afrique de l'Ouest, puisque c'était la cible. Une étape de capitalisation, bon, très rapidement, mais c'était d'établir une documentation technique. On n'avait pas réellement de plan technique des différents équipements. On l'a fait pour pouvoir discuter avec nos partenaires, pour voir comment est-ce qu'on pourrait encore optimiser
les systèmes et surtout commencer à anticiper une phase de transfert de la construction d'une partie de ces équipements en Afrique pour pouvoir apporter des plans à différents ateliers. Ensuite, un gros travail qui a été fait, c'était de développer des manuels d'exploitation. On avait des dizaines d'opérateurs qui savaient exploiter des centrales, mais comment pouvoir transférer ça. Donc on a fait un gros travail sur des fiches de procédure très détaillées, avec notamment deux collègues ivoiriens qui ont passé plusieurs mois sur nos centrales au Cambodge pour aussi avoir un regard extérieur de quelqu'un qui ne sait pas faire tourner une unité et de pouvoir nous dire comment ces manuels sont faits. Et ensuite, la possibilité de faire de la formation, de l'accompagnement sur site. Donc, soit des gens qui viennent sur nos centrales en exploitation pour se former avant de l'installation, soit après, vraiment, pendant les phases d'installation, de mise en service et encore après en exploitation, de pouvoir envoyer du staff expérimenté pour accompagner l'opérateur dans la prise en main. Le programme d'adaptation-optimisation. Donc le point de départ, c'était vraiment de dire on a une technologie qui est robuste, qui peut être gérée par de la main-d'œuvre qualifiée, mais au départ du projet, on a identifié un certain nombre de freins pour ce transfert de technologie vers l'Afrique, notamment sur le type de biomasse à valoriser, sur anticiper comment les nouveaux opérateurs peuvent s'approprier la technologie. Nous, on reste persuadé qu'il y a beaucoup de projets en Afrique de gazéification qui n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas forcément des questions de technologie, mais c'est aussi des questions de comment les gens se sont engagés dans l'accompagnement à la phase d'exploitation. Et après, des questions aussi de gestion des impacts environnementaux. Et tout ça, c'est fait dans le cadre d'une démarche scientifique vraiment axée sur la validation à l'échelle industrielle. On est parti de l'échelle laboratoire, notamment avec le CIRAD. Ensuite, on a été sur une plateforme de test à échelle industrielle, un gazogène industriel qui a été modifié, sur lequel on a fait tourner des semaines et des semaines les différentes optimisations. Et surtout, après, on les a implémentées dans une centrale en exploitation pour avoir un retour d'expérience sur plusieurs mois, un an, sur la fiabilité et adapter les procédures d'exploitation. Très rapidement, sur ce programme d'adaptation, il y avait plein d'enjeux, notamment l'adaptation à la coque d'anacarde, qui est une biomasse qui est de plus en plus disponible en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a des unités de transformation qui se développent, mais ce n'est pas une biomasse sur laquelle il y avait beaucoup de documentation sur la gazéification à l'échelle industrielle. Donc on a pu adapter la technologie pour fonctionner avec cette biomasse, et ensuite aussi de pouvoir produire des briquettes avec ce type de combustible. Tout un travail, là je vais passer vite, mais sur l'accompagnement des opérateurs avec la mise en place d'un plan d'instrumentation, aussi de plateformes de supervision à faible coût, mais qui nous permettent, nous, de suivre à distance les paramètres de fonctionnement pour pouvoir aiguiller l'opérateur s'il y a des soucis. Un gros travail sur le traitement du gaz pour améliorer la gestion diminuer les effluents à gérer et développer une gestion in situ de ces effluents, pour ne pas avoir de déchets ultimes à devoir valoriser dans des filières qui n'existent pas aujourd'hui de traitement de déchets. 2 centrales pilotes qui ont été réalisées, une au Bénin sur la coque d'anacarde et une au Sénégal, notamment cofinancée par le projet Biostar, qui a été mise en service en décembre 2024. Et cet été, pendant 2 mois, on a eu nos agents sur place pour essayer d'accompagner l'opérateur dans le fonctionnement de cette centrale. Voilà, juste pour finir, nous, on est persuadé que cette solution fonctionne parce qu'on la fait fonctionner tous les jours et qu'elle peut fonctionner en Afrique grâce à une techno qui doit être bien adaptée au contexte d'exploitation de l'opérateur, à une formation de l'opérateur, à son accompagnement. Pour nous, ça, c'est vraiment un point clé. Beaucoup de gens peuvent... on ne peut pas juste se limiter à être fournisseur de solutions, il faut s'impliquer dans l'exploitation pour que ce genre de transfert puisse se faire. Bien maîtriser l'environnement institutionnel, la mise en place de politiques publiques incitatives, mais je pense que c'est surtout aussi d'avoir des gens qui sont prêts à s'engager et à faire preuve de persévérance pour développer ce type de filière qui, on le croit, est porteuse. Et voilà, je finis juste en remerciant les différents collègues qui travaillent avec moi depuis 15 ans sur ce type de projet. Thank you very much. That was very interesting. Any questions from the floor? Okay, yes, you can join us in the meantime. Okay, yes, you can go ahead. Okay. Merci pour ces présentations. Sorry.
Vraiment, c'était très inspirant de voir les implantations que vous avez pu faire dans différents pays africains, pays d'Asie du Sud-Est, notamment avec les difficultés que vous avez mentionnées hein, sur les compétences qui peuvent arriver à manquer ou des difficultés matérielles. Donc on voit qu'il y a eu un transfert de technologie qui a su dépasser ces contraintes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des innovations qui ont été dues à ces contraintes qui peuvent faire un transfert inverse? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des recommandations de par ces expériences à faire dans le contexte européen? Très bonne question, merci. Alors, franchement, je dois avouer, je ne maîtrise pas bien la gazéification en Europe, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément des choses qui peuvent être intéressantes de voir sur des unités ou des schémas qu'on a essayé de mettre en place pour simplifier. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Pour les systèmes qu'on souhaite développer en Afrique ou dans les pays en voie de développement, c'est des questions de fiabilité, de simplicité. Et moi, typiquement, on réduit l'automatisme au maximum parce que c'est plus compliqué à maintenir et que la main-d'œuvre, créer 45 emplois pour une centrale de 1 MW, ça ne pose pas de problème sur ces pays en développement et c'est même plutôt quelque chose de positif parce que la main-d'œuvre est compatible. Mais je pense qu'il y a toujours des inspirations et pour moi, je pense, oui, c'est pas de la low-tech, hein, mais on a essayé d'adapter au maximum la technologie et de lever des verrous. Et je suis sûr qu'il y a un entre deux qui serait intéressant des deux côtés de s'enrichir, de dire voilà, il y a des innovations simples qui existent en Europe qui permettraient de gagner en fiabilité, en performance. Et de la même manière, peut-être, là je dirais aux opérateurs de gazogène, aux fabricants, de venir voir ce type d'installation simple et de se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être utile. Thank you for your question. Let's hand over the mic to... Merci beaucoup. Je suis professeur Bassaoui de l'Université Qadaya de Marrakech. Je suis un petit peu impliqué dans les conversions thermochimiques des biomasses depuis un certain temps. Alors, ma question, c'est un petit peu pour les deux collègues que je remercie énormément pour les présentations. Oui, c'est vrai, on développe une technologie pour résoudre des problèmes, apporter un petit peu une valeur ajoutée à la chaîne de valeur, par exemple, pour valoriser le coût-produit ou le sous-produit. Moi, ma question, est-ce qu'on n'a pas pensé au départ d'installer une technologie pour un sous-produit bien déterminé, mais plutôt l'utiliser pour plusieurs sous-produits, peut-être qui présentent les mêmes textures ou quelque chose des paramètres qui sont analogues. Parce qu'à la fin, lorsqu'on va laisser, bon, en termes de transfert justement, on est obligé d'aller dans des cahiers de charges et puis calculer des indicateurs, CAPEX, OPEX plutôt. Et donc, l'opérateur ou le bailleur de fonds ou celui qui va prendre la relève, il va penser déjà à un problème de la cartographie de la biomasse, la disponibilité de la biomasse et les risques, tout ça derrière. Et donc, pour lui, il n'est pas forcément un développement de technologie, mais il aimerait voir dire qu'au moins, on a, en termes d'information, de dire que voilà, tous les gisements qui peuvent être susceptibles qu'on peut utiliser pour la même technologie, ou faire des formulations de biomasse, des mélanges qui peuvent s'appliquer. Une deuxième question, je n'ai pas vu un petit peu l'analyse de cycle de vie. C'est très important pour les développeurs de cette technologie, pour l'installation, pour tous les business plans derrière, de voir les autres indicateurs. Oui, on voit maintenant la performance des produits initiaux en termes, je ne sais pas, d'énergie, en termes de coût des briquettes et tout, mais les autres indicateurs pour qu'on puisse rester toujours durable. Merci. Oui, merci pour cette question. Par rapport à la question des biomasses et des gisements de biomasse, en tout cas, nous, sur notre système de gazéification, c'est quelque chose qui est pas simple de faire du multifuel, de pouvoir dire ça s'adapte à n'importe quel combustible. Et c'est pour ça qu'on a fait un long travail pendant 2 ans d'adaptation à l'échelle industrielle à la coque d'anacarde. Parce qu'on avait identifié ce gisement-là, mais c'est pas toujours simple de dire ce qui fonctionne avec une biomasse va fonctionner avec l'autre. Moi, j'ai été très surpris sur de la coque d'anacarde. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. On a eu des problèmes d'extraction du charbon, du gazogène, parce que c'est quand même des équipements relativement lourds que j'avais pas anticipé parce que j'avais pas. Ça fonctionne avec le bois, ça fonctionne avec la balle de riz. Je me suis dit la coque c'est entre les deux, le charbon de coque c'est entre les deux.
et on a eu des soucis à ce niveau-là. Donc c'est pas toujours évident, je pense, de pouvoir avoir une technologie qui fonctionne sur une technologie simple qui fonctionne sur les différents types de biomasse. Sur l'analyse des cycles de vie, c'est aussi quelque chose qu'on fait. Là, on n'a pas pu tout présenter, mais on fait voilà, l'évaluation du carbone évité, de ce genre de choses, en prenant en compte la construction des équipements de la centrale. C'est des choses qui se font. Honnêtement, c'est plutôt en termes de communication, pour qu'un opérateur puisse voir en termes de communication quel est le bilan, parce qu'on reste quand même sur des unités relativement petites, c'est pas pour aller vendre du crédit carbone sur ce type de projet. Oui, merci pour les deux remarques. Pour la première remarque sur le fait d'avoir un équipement qui soit multi-fuel, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on travaille, c'est intéressant, surtout en Afrique de l'Ouest où on a des fois des gisements de biomasse qui sont très saisonniers. Donc ça permet de pouvoir, en fonction des périodes, de pouvoir switcher d'un gisement à un autre. Par contre, alors je ne suis pas expert en génie des procédés, mais c'est vrai que ça suppose d'avoir des compromis, d'accepter de faire des compromis en termes de performance énergétique de l'équipement. C'est-à-dire que si on a un équipement qui est assez souple en termes d'approvisionnement en biomasse, on risque par contre de dégrader un petit peu les performances énergétiques. Mais par contre, c'est vrai que ça permet de plus facilement rentabiliser les équipements puisqu'il peut tourner plus longtemps tout au long de l'année. Et c'est des approches qu'on a, nous, au CIRAD, avec nos partenaires, notamment dans la zone de Casamance, au sud du Sénégal, où on a des productions fruitières tout au long de l'année. Et donc, on peut switcher sur différents types de résidus. Mais par contre, ça suppose d'avoir des équipements qui soient suffisamment souples pour convertir ces différents résidus. Après, sur les approches impact environnemental et ACV, comme l'a dit Brice, c'est pareil. On a fait pour tous nos sites, toutes nos technologies, des analyses d'impact environnementaux. Mais là, on n'avait pas le temps de les présenter aujourd'hui. Tout ça, nous, est bien documenté. Donc, tout est disponible sur ce site web. Et voilà, c'est un peu systématique aujourd'hui. On est obligé de faire un peu ce genre d'approche. Et notamment tout ce qui est bilan carbone, parce que potentiellement, pour avoir accès à des crédits carbone, ça peut être des arguments intéressants pour développer ce genre de solution à grande échelle.